Bonjour à ceux présents et bonjour à ceux qui sont au loin, à Orléans, un peu partout en France. On est là dans le cadre de la Semaine des métiers de l'industrie pharmaceutique, la première édition. Un grand merci à Polytech et Polytech Orléans et Chartres en premier lieu qui ont décidé de faire cette présentation métiers et filières à cette occasion. Un grand merci à Novo Nordisk qui va être représenté par Rodolphe. Bonjour à tous. Voilà, et donc c'est une présentation de la filière et de ses métiers qui est organisée entre Polytech, Novo Nordisk et Pôle Pharma. Donc on est là ensemble pour 45 minutes. L'idée c'est d'une discussion avec Rodolphe pendant à peu près une demi-heure. Et puis après, un quart d'heure où on reprendra les questions que vous aurez indiquées dans le fil de la conversation. Et puis, si les questions sont un peu plus complexes et qu'elles ne peuvent pas apparaître dans le fil de conversation, on vous donnera la parole en fin de session. Cette présentation, je vais laisser la parole à Rodolphe Henriette, qui est un ingénieur en énergie, qui travaille pour les laboratoires Novo Nordisk depuis plusieurs années sur le site de Chartres. On va échanger sur l'actualité de Novo Nordisk et particulièrement un sujet qui leur tient à cœur, c'est la transition et l'optimisation énergétique. Plusieurs actions ont été mises en œuvre. Donc, on va essayer d'en parler et en donner quelques exemples. On va détailler et puis parler aussi de ces secteurs d'activité qui sont autour de l'optimisation énergétique, de ces métiers, particulièrement du métier d'ingénieur dans ce domaine. D'où cette conférence, forcément, en partenariat avec Polytech, ça paraît plus que évident. Voilà. Alors, est-ce que Rodolphe, vous pourriez nous expliquer un petit peu le site Novo Nordisk, nous parler un peu du site de Chartres et du groupe Novo Nordisk? Donc, le groupe Novo Nordisk est un groupe danois. On est à peu près 44 000 personnes dans le monde. On a 5 sites de production répartis en Europe et un peu partout dans le monde. On a 3 sites au Danemark. On a un site au Brésil, un site en Chine et un site aux États-Unis. Et le site de Chartres. Donc, on est leader dans la formulation et la distribution d'insuline pour le traitement du diabète. Voilà. Et Novo Nordisk, le groupe Novo Nordisk, a depuis quelques années initié une politique environnementale qu'on appelle la Circular for Zero, pour tendre vers une économie circulaire. Et à ce titre, on a mis en œuvre des actions pour réduire notre empreinte environnementale au niveau de l'énergie. Et on le fait en collaboration avec tous les sites à travers le monde pour principalement partager les bonnes pratiques. Quand il y a des bonnes idées qui sont mises en place sur un site, et bien on les partage sur les autres sites pour voir, on les évalue pour voir si ce sont des actions que l'on peut mettre en œuvre chez nous, localement. D'accord. Alors Rodolphe, ingénieur énergie aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été le cas? Ah non, bien sûr. Donc moi, j'ai un cursus personnel, j'ai eu un DUT génie électrique et informatique industrielle. Après, je suis rentré dans l'industrie métallurgique, dans le traitement de surface. Et ensuite, je suis arrivé chez Novo Nordisk. Chez Novo Nordisk, j'ai commencé comme technicien utilité, au plus proche des utilités, aussi bien les black que les clean, donc tout ce qui est production d'énergie froid, vapeur industrielle, vapeur pure, eau distillée, eau pré-traitée pour l'ensemble du process. Et ensuite, je me suis réorienté plus côté projet pour tout ce qui était l'eau, électricité sur l'ensemble des projets d'amélioration du site de Chartres. Et depuis 5 ans maintenant, je suis passé ingénieur énergie parce que justement, pour suivre cette politique de Circular for Zero du groupe, il fallait renforcer un peu cette fonction pour essayer de trouver à la fois dans les nouveaux projets et à la fois sur l'existant des sources d'optimisation de nos procédés et de nos consommations énergétiques. Donc on peut dire que c'est une partie de la stratégie Novo Nordisk. C'est
tout à fait une partie de… C'est une grosse stratégie. C'est une grosse stratégie, oui. D'accord. Est-ce que vous voulez expliquer un peu plus en détail cette stratégie autour de l'énergétique ou vous voulez passer directement à présenter 3 projets? Là, je peux parler un peu de la stratégie. Ouais. La stratégie de la Circular for Zero chez Novo Nordisk s'articule sur 3 axes. Donc, les consommations d'énergie primaire, l'eau, l'électricité, le gaz, la réduction de nos consommations d'eau, hein, parce que nous fabriquons un produit injectable, donc c'est un process qui consomme énormément d'eau. Donc on a un axe sur les consommations d'eau et on a un axe également sur tout ce qui est ce qu'on appelle le supply chain, la livraison, les transporteurs, tout ça, pour réduire notre impact aussi avec nos partenaires. Et il y a un 4e axe qui est de jouer également sur tous les déchets du site et les déchets que nous produisons pour les réduire. Donc, on veut vraiment, et la volonté du groupe, c'est vraiment de rentrer dans une économie circulaire pour qu'on soit vraiment vertueux et qu'on ne dégrade pas notre planète. Donc, c'est vraiment un très beau challenge. Et un challenge qui est, vous êtes très en avance, parce que moi, pour voir différents sites industriels au sein de Pôle Pharma, vous êtes très en avance sur la question énergétique par rapport à d'autres sites. Oui. Vous avez pris de l'avance. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les projets qui sont en lien avec la stratégie. On s'est dit on va en choisir 3. Oui. Je vous laisse les détailler à ce moment-là. Oui, donc moi, je vais vous parler un peu plus des projets niveau énergie, un peu de l'eau également. En fait, sur l'énergie, on a travaillé sur 2 axes. Le premier axe, ça a été la transition énergétique, c'est-à-dire pour consommer des énergies primaires qui sont dites à 0 émission de carbone. Donc, la première étape, ça a été de transférer toute notre consommation électrique sur des fermes éoliennes offshore. Et donc, ça, c'est quelque chose que le groupe a négocié avec la société Vattenfall, qui a investi dans des fermes éoliennes offshore en mer du Nord. Donc, tous les pays du nord de l'Europe sont alimentés à partir de ces fermes éoliennes offshore. En compensation, bien sûr, on pourra en parler après. Ensuite, notre deuxième source d'énergie, c'est la vapeur industrielle. La vapeur industrielle, on la fabrique à partir du gaz naturel. Et donc, pour migrer cette énergie, on a eu pour ambition d'implanter sur le site de Chartres une chaudière biomasse. Donc, la biomasse, vu qu'on émet le CO2 que l'arbre capte quand il pousse, c'est considéré comme 0 émission de carbone dans le process. Donc ça, la chaudière biomasse nous a permis de compenser 85%, enfin elle nous fournit 85% de notre vapeur industrielle. Il restait donc les 15 derniers pourcents de vapeur industrielle à compenser. Et ça, on utilise toujours nos chaufferies gaz. Et on a été chercher, on a été contractualisé pour avoir du biogaz à partir de méthaniseurs, notamment celui de la meute Beuvron, qui nous alimente, donc qui alimente le réseau en méthane. Et nous, on achète le gaz utilisé à partir de méthaniseurs. Donc ça nous a permis, pour toutes les énergies produites, d'être à 0 émission de carbone depuis le 1er janvier 2022. On a mis pour transiter, on a commencé la partie électricité en 2019 et en 2022, on a réussi à tout transiter nos énergies. 3 ans, du coup. 3 ans. Et c'est fini? Et c'est fini, mais bon, on a toujours à faire, il y a toujours des contrats à aller chercher et à améliorer. On joue aussi sur le transport, on va pouvoir parler peut-être de la biomasse qu'on a installée. Donc, le projet biomasse, nous brûlons des copeaux de bois qui viennent de l'industrie sylviculture autour de Chartres. Et en fait, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec l'ADEME et qui nous demande, pour que le projet soit écologiquement viable, de s'approvisionner à 150 km à la ronde.
Donc, on n'a pas le droit d'aller chercher du bois au Brésil, en Amazonie. Voilà. Le bois vient vraiment de 150 km autour de Chartres. Ce que nous utilisons comme ressources, ce sont les résidus de l'exploitation forestière. C'est-à-dire que sur un arbre, il y a le tronc qui va être utilisé principalement pour la construction. Il va y avoir la bille de chêne qui va être utilisée, enfin de chêne ou autre, qui va être utilisée plus pour le chauffage. Et nous, ce que l'on va exploiter, c'est tous les branchages qui restaient à pourrir autour de l'arbre. Ça, c'est transformé en plaquettes, et ces plaquettes-là sont utilisées, nous, pour chauffer et créer notre vapeur industrielle. La chaudière biomasse, c'est un gros poêle dans lequel on vient mettre du bois pour chauffer. Donc, on a été challengé, et dans le contrat que l'on a passé, parce qu'on avait voulu réellement être dans cette idée d'économie circulaire, on s'est posé la question du transport, parce que le bois, il faut aller le chercher à 150 km à la ronde, donc on émet du CO2. Donc, nos partenaires qui nous livrent le bois se sont engagés, alors on leur a donné un délai, à rendre vert tout leur transport pour nous alimenter. Deuxième point, tout ce qui est résidu du brûlage du bois, les cendres, on a trouvé des filières. Donc pour les cendres humides, c'est des filières qui retournent en exploitation agricole pour faire de l'épandage. Et tout ce qui est cendres sèches, qui sont chargées de métaux lourds, tout ça que l'on capte pour ne pas polluer l'environnement, sinon ça n'aurait pas de sens. Toutes ces particules fines, on les capte et on les traite dans des blocs de béton que vous pouvez voir sur le bord des routes pour bloquer. Donc c'est réutilisé et on n'a aucun enfouissement avec notre chaufferie biomasse. Donc c'est pour ça qu'on a essayé au maximum de respecter cette économie circulaire. Chaleur, biomasse, oui. Bâtiment. Alors, les bâtiments, on a travaillé sur le nouveau bâtiment FlexTouch que l'on a construit depuis 2020. Vous précisez FlexTouch, oui. C'est parce que vous faites un nouveau produit, en fait. C'est ça, on fait un nouveau produit, un stylo injectable qui ramène du confort au niveau des patients. Et pour ce nouveau produit, on a été obligé de recréer une 4e unité de production où on fait le conditionnement et l'assemblage de ces bien sûr, ce bâtiment, on l'a conçu de façon à ce qu'il soit le moins énergivore possible. Pour ça, dans les phases d'études, on a utilisé le principe du LEED, qui est le principe américain de cotation des actions que l'on peut mener pour la partie environnementale. Et on a joué notamment sur les isolations du bâtiment. On a joué sur les volumes des zones de production. On avait en référence le site numéro 3 qui faisait un produit équivalent. Et en fait, on a joué sur tous les paramètres qui nous paraissaient aberrants pour descendre notre consommation d'énergie. Donc, on a joué sur les volumes des zones de production. On a joué notamment sur les volumes des zones de stockage. On fait du stockage en chambre froide à 5 degrés. Et donc, dans les nouvelles zones de stockage, on a mis des racks dynamiques qui nous permettent d'avoir la même capacité de stockage, mais dans un volume beaucoup moins important. Donc, moins de volume à refroidir, moins d'énergie consommée. On a joué aussi sur la gestion du bâtiment avec des centrales de traitement d'air avec double flux qui nous permet de récupérer les frigories et les calories de l'air rejeté pour préchauffer ou pré-refroidir l'air neuf du bâtiment. On a joué sur les vitesses d'air dans le bâtiment pour minimiser le taux de brassage dans ces zones-là, suivre la réglementation, mais ne pas être au-delà. On a joué bien entendu sur l'éclairage en mettant des puits de lumière, en mettant des détecteurs de luminosité pour couper la lumière quand ce n'est pas nécessaire. On a mis dans les salles de réunion des capteurs de CO2 et plein d'initiatives comme ça qui nous permettent au final de dire que le nouveau bâtiment, la 4e unité par rapport à la 3e unité pour une production équivalente,
consomme 2 fois moins que l'ancien bâtiment. Donc, toutes les démarches que l'on a mises en œuvre sont vraiment mesurées et on peut vraiment constater que ça apporte leurs fruits. C'est vraiment très optimisé. Est-ce que là, le parti pris en fait, de Novo Nordisk, c'était de faire sur un bâtiment qui va être construit une réflexion générale en amont d'optimisation? Si vous aviez dû mettre en place ce chantier-là sur le bâtiment existant, est-ce que c'est si complexe à faire? Est-ce que c'est envisagé, mais avec des investissements qui ne sont pas les mêmes, une organisation qui impacte la production? Pourquoi vous commencez, enfin là c'est logique, vous avez une nouvelle unité, donc autant l'optimiser dès le départ, mais vous n'avez pas traité en parallèle vos unités actuelles? Si, si, bien sûr. On a mis en œuvre des systèmes sur les unités actuelles qui consomment, sur les unités qui font de l'injection. On a mis en place des systèmes de récupération de chaleur fatale, que l'on appelle. Donc, en fait, nos autres process qui sont collectés et qui arrivent à peu près à 70 degrés, on doit, d'après la législation, les descendre en température autour de 30 degrés. Et donc, pour les descendre en température, on utilisait du froid. Maintenant, on a mis en place des pompes à chaleur qui nous permettent effectivement de descendre en température ces autres process et de restituer de l'autre côté, le principe de la pompe à chaleur, une énergie à 70-80 degrés que l'on restitue sur nos bâtiments en chauffage de nos bâtiments. Et donc ça nous a permis sur les autres bâtiments de jouer aussi sur nos consommations d'énergie. Et sur le bâtiment FlexTrain, qui est le prédécesseur du 4e bâtiment, on a aussi mené des actions sur les centrales de traitement d'air pour optimiser les vitesses, pour optimiser la récupération de chaleur, tout ça. Et on joue vraiment sur tous les aspects, sur les bâtiments neufs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue cette opportunité, hein, et également sur l'existant, parce que l'existant, il faut quand même qu'on baisse la consommation globale du site. Alors là, on parle de Novo Nordisk. Ça parle également de différentes compétences. Est-ce que je suppose que c'est des équipes pluridisciplinaires, que c'est aussi à faire appel à la sous-traitance? Tout n'est pas géré directement au sein de Novo Nordisk? Non. Non, non, bien sûr, on travaille beaucoup avec des cabinets d'engineering global pour la construction des bâtiments, mais on a toujours des organisations miroirs par rapport à ce qu'on demande aux différents projets. Et on a toujours besoin, nous, en interne, avec mes collaborateurs, d'être en face d'un spécialiste d'une maîtrise d'œuvre. Et tous les collaborateurs, maintenant, moi, je discute avec eux, je les challenge pour que dans les différents niveaux des procédés, ils fassent aussi, ils réfléchissent à faire des optimisations aussi bien sur les consommations d'eau que sur les consommations d'énergie. Ça passe par mettre en place des systèmes de régulation sur des autoclaves. C'est combien de collaborateurs à peu près qui travaillent autour de ces missions-là chez Novo Nordisk? À la louche, parce qu'il y a des missions qui sont… Une trentaine quand même de collaborateurs, que ce soit mes collaborateurs au niveau du bâtiment, que ce soit les collaborateurs au niveau du process. Avec l'ensemble des projets qu'il y a sur le site, c'est à peu près une quarantaine de collègues qui sont mis à contribution sur ces sujets-là. Alors là, on a une majorité de futurs ingénieurs et des ingénieurs. On le sait, en plus, un certain nombre sont dans ce cursus pour répondre aux optimisations énergétiques de l'industrie et d'autres secteurs à moyen terme. Est-ce que chez vous, c'est que des ingénieurs? De quoi est constituée une équipe pour répondre à tous ces enjeux, en fait? Alors, on a des ingénieurs, on a aussi des techniciens, bien sûr, sur l'exploitation des utilités. On va retrouver tous les techniciens avec lesquels on va collaborer. Sur les projets, on va trouver essentiellement des ingénieurs procédés qui vont jouer sur les boucles d'eau, les clean utilities, sur les principes de lavage, de stérilisation.
des ingénieurs bâtiments, parce qu'il y a besoin d'élaborer et de contrôler les structures des bâtiments, tout ça. Donc, on va retrouver principalement des ingénieurs. Junior, senior? On a les deux, on a des seniors et on a des... Tout à fait, mais non, au contraire, on apprécie énormément les juniors aussi. Il faut que les juniors viennent chez nous pour pouvoir collaborer avec nous. On a plein d'investissements, on a plein de sujets intéressants et beaucoup aussi bien sur les parties bâtiments, sur les parties énergétiques, sur les parties procédés. On a énormément de choses à faire et de choses à changer aussi. Ça a l'air d'être une bonne école en tout cas, enfin bonne école de la vie professionnelle après. Oui, oui, on a la chance aussi d'être dans un groupe qui n'hésite pas à investir pour cette partie environnementale. Alors moi, je vais rester encore un peu focus sur les compétences. Vous expliquez que vous êtes prêt à prendre des juniors comme des seniors dans tout domaine, techniciens ou ingénieurs. Est-ce que vous avez des attendus particuliers en termes de savoir-être, de savoir-faire? Qu'est-ce qui va faire que vous allez l'intégrer dans votre groupe en fait? On va demander à ce que la personne soit très ouverte d'esprit, qu'il soit très moteur, qui n'ait pas peur de faire des suggestions d'amélioration. Voilà, il faut que ce soit une personne qui aime travailler en collaboration. On a énormément de collègues, énormément d'interfaces avec les différents procédés. Une bonne idée pour une partie peut gêner les autres parties, donc il faut vraiment travailler en collaboration avec tout le monde et avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on peut, et chacun a toujours une bonne idée, sinon on ne la présente pas, mais nos collaborateurs ont aussi des bonnes idées. Il faut avoir cette ouverture d'esprit pour que l'ensemble s'améliore. Voilà. Donc, surtout de la curiosité et une ouverture d'esprit. Très bien. C'est généralement ce qui est recherché dans un très grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Il n'y a pas que la qualification professionnelle, mais le savoir-être et la proactivité font partie des attendus des entreprises prioritaires, on va dire. Les projets de la transition énergétique pour un site comme Novo Nordisk, est-ce qu'ils sont vraiment drivés par le retour sur investissement? Est-ce que derrière, il y a le ROI? Souvent, une industrie, on tourne comme ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelles économies je vais faire? Comment vous calculez ça chez Novo? Et est-ce que vous le calculez en fait? Alors, bien sûr qu'on calcule le retour sur investissement, mais ce n'est pas la première motivation. La première motivation, c'est de rentrer dans cette culture de circularité et dans cette culture d'économie d'énergie. Souvent, quand j'ai des cabinets d'engineering qui viennent et qui me disent oui, ça c'est intéressant, mais quand on a un retour sur investissement de tant d'années, on ne le fait pas, c'est pas intéressant. Moi, je leur demande systématiquement de ne pas me calculer un retour sur investissement financier, mais de me calculer un retour énergétique, c'est-à-dire combien de pourcentage de notre consommation d'énergie je vais économiser. Et ce qui nous fait prendre les décisions, c'est ce facteur-là. Après, sur le retour sur investissement, on est dans une période au niveau énergétique qui est assez folle. Il y a certains projets, je prends l'exemple de la biomasse, quand on l'a instruit, quand on l'a proposé, on avait un retour sur investissement puisqu'on était en période Covid, avec une énergie très basse parce qu'il y a très peu d'activité dans le monde. Donc, on était sur un retour sur investissement de 41 ans. Donc, 41 ans, autant vous dire, il y a très peu d'industriels qui signent. Et maintenant, avec le prix de l'énergie, on est à 4 ans et demi. Donc, pour moi, alors on est dans une période folle, certes, mais ce n'est pas ça qu'il faut voir. Il faut vraiment voir qu'est-ce que ça apporte en termes de transition énergétique, en termes de réduction de CO2, et qu'est-ce que ça apporte en termes d'économie d'énergie pérenne. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment agir sur nos consommations d'énergie. C'est bien de réfléchir comme ça aussi. Ça change. Ah, oui, non, mais alors maintenant, on va parler de l'avenir. Quel est l'avenir d'un site comme Novo Nordisk à Chartres? Quels sont les nouveaux investissements? Dans quel domaine? Est-ce que c'est des gros investissements finalement ou bien des nouveaux challenges, mais qui ne sont pas forcément Alors, importants? on a de très gros investissements en perspective.
on a une capacité qui va presque doubler En termes de production, en termes de production. Donc, bien sûr qu'on va avoir besoin de nouveaux collaborateurs. Et sur le site existant, il ne faut pas qu'on relâche l'effort et on a aussi besoin d'investir pour améliorer nos procédés. On travaille là actuellement sur notre production d'air comprimé, sur notre production de froid, pour justement augmenter les capacités, mais les augmenter avec toujours une notion d'amélioration pour économiser encore un peu plus. D'accord. Est-ce que si je vous parle plastique, ça vous fait résonner quelque chose en termes d'investissement, en termes d'économie? Non, j'ai suffisamment de cheveux blancs, je peux en parler. Est-ce que c'est un enjeu le plastique pour un site comme vous, par exemple? Le plastique est réellement un enjeu. On est en train de mettre en place des filières de récupération de plastique de nos stylos injecteurs pour pouvoir les retraiter et les revaloriser. Mais c'est un gros sujet chez nous et les déchets en général sont un gros sujet sur tous les 4 axes que je vous ai présentés de la Circular for Zero. C'est le plus gros challenge que l'on ait de réduire nos déchets. Oui, donc il y a un gros challenge. Il y a un très gros challenge. Donc l'optimisation énergétique, c'est un sujet, mais pas un virage suffisant pour vous, en fait. Non, pour être vraiment vertueux. Et on a, en plus, sur ces 4 axes, on a élaboré avec les autres sites pas un échéancier, mais un système d'étalonnage, enfin de contrôle pour savoir à quelle étape on se trouvait de notre entreprise circulaire. On a défini à terme ce que devait être une industrie circulaire. Dans le terme de l'énergie, en fait, c'est une industrie à énergie positive. Donc, actuellement, on consomme encore des énergies primaires, donc il faut qu'on continue à travailler pour en consommer le moins, et à terme, peut-être trouver des solutions de production d'énergie en interne. Voilà. Et pareil pour les déchets, il faut qu'à terme, on ait pas de déchets, que ce soit des choses qui soient réutilisées à vie. Très bien, Rodolphe. Alors ça, c'est vraiment le grade à atteindre. Ouais, mais vous avez déjà pris de l'avance et vous êtes déjà sur une bonne ligne, un bon trend. Donc, quand on mesure l'effort fait et l'effort à faire, il reste encore beaucoup de chemin. Mais moi, je vois par rapport à d'autres sites, vous avez déjà pris un bon virage et déjà bien travaillé sur ces projets. Un grand merci, Rodolphe, pour cette présentation. On va donner la parole. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que tu as des questions Oui, il y a quelques questions. Au niveau des bâtiments qui sont aux normes, est-ce qu'ils sont construits dans le sens de l'optimisation énergétique? Pour le nouveau, c'est le cas. Est-ce que c'en est du même pour les anciens bâtiments? Donc, vous avez déjà plus ou moins répondu à la question du fait que vous ayez déjà amélioré certains. Est-ce qu'il y a encore à améliorer ces bâtiments? Oui, bien sûr. Alors, la grosse difficulté dans les bâtiments existants, parce que c'est des coûts qui sont quand même assez exorbitants, c'est sur l'isolation. On est sur des gros bâtiments industriels. Et après, c'est vrai qu'on essaie de jouer au maximum sur le traitement d'air. On a mené des missions avec l'ensemble des sites pour voir notamment sur notre production aseptique si les paramètres de nos centrales de traitement d'air étaient suffisamment et justement bien réglés. Et voilà, on a encore à travailler dessus, mais on est en zone aseptique, il y a tout un procédé à avoir, on a des contrôles, on a des contrôles environnementaux à ne pas déstabiliser. Donc voilà, c'est la collaboration avec les autres collègues dont je vous faisais part. Mais on travaille dessus et on a quelques pistes d'amélioration qu'on doit mettre en œuvre là, sur les 2 ans à venir. Pour l'électricité, comment vous assurez que celle que vous utilisez vient bien de l'éolien de la mer du Nord? Alors, il y a tout le contrôle après. Oui, on a ce qui est les certificats d'origine que notre fournisseur se doit de respecter. C'est pas rien. Il y a un fichier de ces certificats. Ils n'ont pas le droit de vendre plus de certificats que ce qu'ils ont d'énergie verte. Et c'est aussi un contrat moral avec Vattenfall que Novo Nordisk a eu avec Vattenfall pour s'assurer justement que l'énergie provienne bien de ces fermes éoliennes. Vous avez défini des méthodes vertueuses sur le site de production en France. Y a-t-il le même niveau de performance dans les autres pays du monde?
Oui, ils travaillent également dessus, en Chine, voilà, ils ont optimisé. Alors, on n'est pas tous au même niveau, hein, puisque tous les investissements n'arrivent pas pareil dans les différents pays. Moi, j'axe vraiment les opportunités sur tous les projets d'amélioration. Et à chaque fois qu'il y a un projet d'amélioration, avec les chefs de projet, on essaie de trouver ce sur quoi on peut agir pour justement mettre cette partie énergétique dans l'investissement global du projet. Et pas faire un investissement spécifique à part qui est quand même plus difficile à aller vendre. Concernant les chaudières de biomasse, est-ce que c'est la même chose à l'étranger? Et si oui, est-ce qu'ils ont le même périmètre que vous avec 150 km de distance? Non, justement, c'est un gros sujet que l'on a de différence avec le Danemark, c'est que en France, l'exploitation forestière est contrôlée et managée depuis des années. Je crois que ça date de l'époque de Colbert, tout ça, quand ils ont refait toute la flotte de la marine française, où il y a vraiment une gestion de l'exploitation forestière. Or, dans les autres pays, il n'y a pas cette rigueur-là. Au Brésil, eux, ils ont une chaudière biomasse et ils ont des eucalyptus tout autour de chez eux. Et donc, c'est eux qui exploitent les eucalyptus pour justement alimenter leur chaudière biomasse. Au Danemark, ils ne font pas de la biomasse, mais ils utilisent de la vapeur qui est issue d'une chaufferie biomasse. Par contre, là, c'est de la biomasse qui vient pas à 150 km autour de. Pour ça, on est en train de voir pour dire effectivement, pour les Danois, ce n'est pas une source durable d'énergie. Mais quand on vend le procédé en France avec la gestion forestière qui est à côté, avec les limites de 150 km, le projet s'est monté dans le cadre d'un BCIAT qui est géré par l'ADEME, où la préfecture va également regarder toutes les ressources disponibles qu'il y a dans ces 150 km à la ronde, tous les projets de biomasse qu'il y a dans ces 150 km à la ronde, pour être sûr que notre projet ne va pas surconsommer les ressources disponibles par rapport aux autres projets. Sur notre projet à nous, il a été estimé qu'on allait consommer 1% des ressources disponibles dans ces 150 km. Mais tout ça, c'est vraiment bien cadré et bien cadré par la préfecture. Et c'est vraiment dessus que l'on s'appuie pour dire que c'est vraiment quelque chose de durable. Parce qu'on ne va pas aller exploiter des forêts sans y faire attention. On demande à ce que notre bois soit certifié PEFC pour qu'il y ait vraiment une bonne gestion de notre approvisionnement. Vous benchmarkez, mais ce n'est pas pour autant que tous les projets sont transposables pour différentes raisons, la culture, la législation et l'écosystème en fait fait que tout n'est pas. Tout à fait. Au Brésil, ils ont énormément de ressources disponibles. En Chine, un peu moins. Donc en Chine, eux, ils sont partis plus sur du solaire. Aux États-Unis aussi, ils sont partis sur du photovoltaïque. En fait, avec les opportunités qu'il y a autour des sites, on va favoriser la transition vers telle ou telle énergie. Mais le but ultime, c'est que tous les sites soient à zéro émission de CO2 d'ici 2027, je crois. Est-ce que vos bâtiments sont assujettis au décret tertiaire? Et si oui, à combien de pourcentage de réduction d'énergie êtes-vous actuellement? Alors, on est en train de travailler sur le décret tertiaire, et oui, ça rentre dans le décret tertiaire. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le décret tertiaire? Alors, le décret tertiaire, c'est la préfecture, je crois, qui a demandé à ce que les bâtiments réduisent jusqu'à 40% de leur consommation d'énergie sur leur partie tertiaire d'ici 2000. Alors, je peux en tête. T'en voudras pas si. Non, mais je crois qu'il y a une échéance à 2026, 2030, 2040. Il y a plusieurs échéances. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de déterminer quelles sont les portions du bâtiment qui rentrent dans le décret tertiaire.
Parce que tout ce qui est lié à la production sort du décret tertiaire. Les bureaux où on a des personnes qui travaillent pour la production sortent du décret tertiaire. Tout ce qui est stockage froid, qui n'est pas du stockage avant expédition, sort du décret tertiaire. Donc, on a fait cette analyse-là. On s'est fait aider hein, parce qu'on était un peu perdu et quand on posait des questions, on n'avait pas spécialement les réponses de nos autorités. On est en train de travailler dessus et il y a très peu de bâtiments. En fait, on a identifié le bâtiment de l'accueil et de l'administration qui rentrent dans le décret tertiaire. Et en fait, notre difficulté, c'est que en prenant en compte que ces bâtiments-là, qui sont une partie de notre consommation, qui sont très basses, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à nos réductions de 40%. Alors que si on met l'ensemble, parce que c'est un ratio au mètre carré, si on met l'ensemble des bâtiments, on y est. Le nouveau bâtiment qu'on a construit, hein, on l'a construit, on essayait de le faire économe. Au bout d'un an d'exploitation, on arrive à faire 3%, même 4% d'économie d'énergie par rapport à notre ancien site avec uniquement 3 unités de production. Donc, on a vraiment travaillé sur l'ensemble, mais dans le décret tertiaire, eh ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur d'autres paramètres. Donc, on est en train de faire l'analyse et puis on va certainement mettre des projets pour y arriver. Pour la vapeur, pourquoi ne pas penser à la géothermie? Alors, la géothermie, on n'a pas de source géothermique à proximité. Voilà, on n'y a pas spécialement pensé, mais ça n'a pas l'air viable dans sur le site de Chartres. Et par rapport à votre façon de penser sur le retour sur investissement, est-ce que c'est une façon de penser vraiment purement française avec le dirigeant du site ou c'est vraiment une façon de penser globale, mondiale? Alors, c'est une façon de penser globale groupe. En fait, pour l'amener, cette façon de penser, on a fait changer, parce qu'à un moment, quand on a étudié ce qui pouvait mettre en valeur un projet, chez Novo, en fait, quand on pense à un projet, on a plusieurs étapes, et quand on met l'idée sur la table, on cherche des drivers. Un driver principal, donc ça peut être les mises en conformité avec l'annexe 1 pour les procédés purement pharmaceutiques, ça peut être l'augmentation de capacité, ça peut être l'amélioration des RH, des performances, tout ça. Il y a plein de critères, des critères HSE. Et il n'y avait rien qui mettait en avant les démarches énergétiques parce que c'était pas coté. Et on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, on a fait un travail de groupe avec le Danemark et les autres sites. Qu'est-ce que l'on peut prendre comme critère pour dire, notre projet, il faut le mettre en place ou non? Et en fait, on a joué sur le pourcentage d'économie d'énergie qu'amenait le projet par rapport à notre consommation globale. Et si on était dans les 0 à 2%, c'est un petit projet. Si on est de 2 à 15%, c'est un projet moyen. Si on est au-delà de 15%, c'est un projet majeur qu'il faut surtout ne pas faire. Voilà. Et donc, on a vraiment changé ce critère pour pouvoir amener des idées et que derrière, on dise, voilà, notre driver, c'est de faire 30% d'économie d'énergie et ça mettait du poids à nos présentations et au fait d'agir sur nos consommations. L'objectif du groupe, alors là, il va changer parce qu'il y a des augmentations de capacité un peu partout, mais l'objectif du groupe, c'était de dire maintenant, à partir de notre consommation de 2018, on ne veut plus d'augmentation de consommation d'énergie. Et jusqu'à présent, on a toujours diminué depuis 2018, sur l'ensemble des sites, on a diminué nos consommations d'énergie. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Alors, est-ce que dans la salle, parce qu'on a du monde ici, ou bien en connexion, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées dans le chat parce qu'elles sont un peu complexes à poser en 2-3 lignes ou pas? Vous avez peut-être des questions? Moi, j'en ai une par rapport à la biomasse, puisqu'en fait, on brûle quelque chose. Et donc, comment on obtient la compensation pour dire que ça fait 0 émission de carbone? C'est ça que je trouve jamais très clair dans cet ensemble-là. Alors, en fait, une biomasse,
lors de sa croissance, un végétal, lors de sa croissance, ça va capter une quantité de CO2. C'est pour ça qu'on a de l'oxygène. Hein. Et en fait, cette quantité de CO2, lorsque l'on vient brûler la biomasse, elle se libère. Et donc, les émissions, le CO2 qu'on libère, c'est du CO2 que l'on a capté avant. Donc, on a un équilibre entre ce qu'on a produit comme CO2 et ce qui a été capté par la plante à l'origine. C'est ça qui fait qu'on considère, alors c'est pas moi, hein, donc dès lors qu'on replante, on considère qu'on est... Mais une plante, quand on la brûlera, n'émettra jamais plus de CO2 qu'elle n'a capté. Donc, il y a un équilibre. Et c'est cet équilibre-là, dans la gestion forestière, que l'on cherche pour effectivement pour dire, voilà, là, on est en train de relibérer tout le CO2 qui a été capté. Il faut qu'il y ait une bonne gestion de l'exploitation forestière pour justement remettre des nouveaux arbres, des nouvelles plantations qui vont permettre de réabsorber à nouveau le CO2. Ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'il y a énormément de débats sur la véracité à être à zéro émission de CO2 sur la biomasse, un arbre, une plante va absorber le maximum de CO2 lors de sa croissance. C'est comme l'être humain. Et en fait, une forêt qui n'est pas exploitée, une forêt où on ne renouvelle pas les arbres, les grands arbres font de l'ombre aux petits, qui les empêchent de se développer, qui les empêchent de capter du CO2. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une gestion. Alors, il ne faut pas couper tous les vieux arbres, c'est comme dans l'industrie, il ne faut pas virer tous les anciens. Pour justement permettre aux nouvelles plantes de croître et d'absorber plus de CO2 que les anciennes plantes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment toute la démarche de gestion forestière qui est intéressante et qui est intéressante en France. Et c'est ça qui vous permet aussi d'avoir l'assurance que les plaquettes sont bien issues du processus dont vous parliez. Type PESC, tout à fait. On a demandé à ce que, et on a des garanties, on va faire des audits chez les fournisseurs pour qu'ils nous garantissent et qu'ils nous démontrent qu'on a bien notre bois qui vient de ces... C'est ça. Très bien. En termes de diminution d'énergie depuis 2018, est-ce en énergie brute ou par unité de production? Alors, c'est en énergie brute. Et qui se résulte aussi par unité de production. En fait, là, c'est vraiment en énergie brute, et c'est ça qui est intéressant. Hein, quand on annonce 3% d'économie d'énergie, c'est vraiment l'énergie brute. Bien sûr, comme on a augmenté notre production et comme on a augmenté nos surfaces, que ce soit par rapport au mètre carré ou que ce soit par rapport aux unités de production, on est encore plus favorable. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est des indicateurs que l'on suit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On est dans les temps. Hein. La présentation était passionnante. Moi, j'ai appris plein de choses. Je ne suis pas de métier en même temps. Je pense que du côté des jeunes et du public, c'était aussi intéressant. De toute façon, s'il y a de nouvelles questions, je pense que oui, on y répondra. Vous pouvez y répondre. Novo Nordisk est toujours ouvert à ces discussions. Moi, j'ai quand même une dernière question. Vous êtes un ambassadeur métier, ambassadeur de la filière pharma. En face de nous, on a des futurs ingénieurs potentiellement aussi qui vont rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Venez chez nous. On a plein de beaux projets, on est une bonne société. Voilà, voilà, rester avec cette volonté d'ouverture d'esprit, d'aller chercher les innovations. On a besoin d'innovation, on a besoin de sang neuf aussi dans les industries, parce que bien souvent, nous, on est dans notre bulle, hein, et on a besoin d'avoir cette ouverture d'esprit, ces partages. Donc, n'hésitez pas. Un très grand merci, Rodolphe. Un très grand merci à tout le monde. La présentation a été enregistrée, donc vous retrouverez cette vidéo sur la plateforme de Polytech, la plateforme de Pôle Pharma, pour vos camarades ou les gens que vous voudriez donner envie à découvrir l'énergie, vous pourrez donner ce lien. Un très grand merci à tous et puis à bientôt. Merci Rodolphe. Au revoir. Au revoir.